La cloche a déjà sonné, mais je suis toujours coincée en classe de chimie. Monsieur Evans n'arrête pas de parler de l'examen qui approche. Abigail, tu sais ce qu'est une liaison, n'est-ce pas? C'est facile, mon père en parle tout le temps. La trésorerie américaine, les obligations japonaises. Ce sont des liaisons financières. Nous parlons de liaisons chimiques pour l'amour de Dieu. C'est assez proche, vous ne pensez pas que je mérite un bonus? Ça suffit, va rejoindre ta classe principale maintenant. C'est inadmissible. Sa mauvaise humeur a dû être contagieuse pour les adultes, car Madame Garcia était elle aussi d'une humeur massacrante. Alors, Abigail, je vais organiser une réunion avec ton père. Mon père? Non, il va devenir fou et me retirer ma carte de crédit. Cela ne peut plus durer. Tes notes sont en chute libre. Je promets que je vais vraiment étudier cette fois-ci. S'il vous plaît, laissez-moi le prouver en réussissant mon prochain test. Ton prochain test? Voyons voir. Ce sera ton examen final de chimie dans 2 semaines. C'est parfait. J'ai besoin de temps pour assimiler toutes les connaissances que j'ai apprises. Et... Ouf, la crise est évitée. Maintenant, où est Norma? J'ai besoin d'une thérapie de shopping avec ma meilleure amie. Donc j'ai 2 semaines pour régler ça. Mais tu peux probablement en faire beaucoup dans ce laps de temps. Non, Norma, je dois trouver ce que je dois acheter avant que mon père ne verrouille la carte. C'est alors qu'un serveur trébuche et renverse du jus d'orange sur Norma et son sac Chanel nouvellement acheté. Oh non! Mais à ma grande surprise, elle a souri et a renvoyé le serveur. Qu'est-ce que c'était, Norma? Qu'est-ce qui te prend? L'amour, je suppose? Il est encore tôt, mais je suis amoureuse, Abby. Ah, le monde n'est-il pas si beau et si rêveur? Tu es plutôt heureuse. Attends, Madame Garcia est célibataire. Si je trouve quelqu'un de spécial, elle sera trop distraite pour rencontrer mon père. Oui, je suppose. Ou bien, tu sais, tu pourrais vraiment étudier? Ne sois pas ridicule. Monsieur Evans est aussi célibataire. On fait d'une pierre deux coups. Le lendemain matin, j'ai rejoint le club de chimie de Monsieur Evans pour l'espionner. Tu veux entendre une blague? Qu'est-ce que tu crois que 0 dit à 8? Jolie ceinture. Et ma belle, est-ce que je peux être le photon de ton électron et t'amener à un état agité? S'il vous plaît, que quelqu'un me sauve. Hey Callum, tu rates des choses. On s'éclate bien ici. Tu rentres à la maison avec moi ou avec Madame Garcia aujourd'hui? Madame Garcia? Salut Hank, ma mère reste tard à l'école aujourd'hui alors... C'est Callum est le fils de Madame Garcia? Je suis vraiment au bon endroit. Monsieur Evans a ensuite donné un cours ennuyeux sur les états de la matière. Après avoir dessiné tout un dédale de symboles bizarres au tableau, il a demandé si quelqu'un avait des questions. Voici ma chance. Oh, bien. La curiosité est la porte d'entrée de la connaissance. Vas-y, Abigail. Je me demandais si vous préférez le thé ou le café. Oh, et aussi, aimez-vous plutôt les chiens ou les chats? Peux-tu s'il te plaît prêter attention à la leçon? Callum, en tant que meilleur élève, je pense que tu peux l'aider. Bien sûr, il le fera, Monsieur Evans. Le pauvre. Il ne sait pas qu'il a été choisi pour mon super plan. Je n'y suis pour rien, puisqu'il est le fils de Madame Garcia. Alors, Callum, c'est ça? Tu sais, ta mère est en fait ma professeure principale. Oui, j'ai compris ça depuis longtemps. Attends, quoi? Tu savais déjà pour moi? Comment ne pas le savoir? L'élève le moins bien noté de chaque classe. Tu es le sujet préféré de ma mère pour le dîner. C'est pour ça que je suis là. J'étudie pour changer le sujet de dîner de ta mère. Tu veux bien m'aider? Non, je ne sais pas ce que tu mijotes, mais... laisse-moi en dehors de ça. Pas question de laisser ce plan tomber à l'eau, alors j'ai décidé de suivre Callum à la bibliothèque après l'école pour en savoir plus sur Madame Garcia. Oups, quelle coïncidence! Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je pensais que tu étudiais avec ta mère toute la journée. Nous sommes juste des gens normaux qui font d'autres choses que d'étudier. Tu sais, lire, regarder des films, bavarder. Je suppose que toi et ta mère ne lisez que des livres spécialisés. C'est plutôt le contraire en fait. Nous aimons tous les deux Victor Hugo. Et toi? Depuis quand tu t'intéresses à la chimie? Moi? Pourquoi pas? J'ai toujours eu la plus grande passion pour la chimie. La façon dont toutes les substances interagissent est époustouflante. Les liaisons chimico-chimiques, tu vois? Si tu es tellement intéressé, alors oui, je ferai de toi un maître en chimie. Mais d'abord, tu devrais essayer de lire ton livre de la bonne façon. Est-ce qu'il vient de me dire qu'il m'aiderait en chimie? Pourquoi mon instinct me dit-il que les ennuis arrivent? Je suis rentrée à la maison avec la précieuse information de Callum sur sa mère. Et j'ai forgé la lettre d'amour la plus ringarde qui soit, au nom de Monsieur Evans, bien sûr. Et je l'ai remise en main propre. Qui aurait cru que quelqu'un d'aussi strict que Madame Garcia avait un faible pour les romans d'amour de Victor Hugo? Depuis ma cachette, j'ai vu Callum ouvrir la porte et prendre la lettre. C'est bon, premier oiseau à terre. Le lendemain, j'étais impatiente d'épier la salle des profs pour voir comment allait Madame Garcia. Mais pourquoi le directeur est-il là? Et dans sa main se trouve la lettre d'amour? Vous qui souffrez parce que vous aimez, aimez encore plus. Mourir d'amour, c'est vivre d'amour. De la part de David? David Evans? Désolée, Monsieur Bryce, c'est en fait mon devoir de littérature.
mauvaise adresse. Comment se fait-il que la lettre se soit retrouvée là? Kaloum a manifestement reçu la lettre. J'ai décidé de glisser la lettre directement dans le sac de Madame Garcia par la suite. Mieux vaut prévenir que guérir. Les jours suivants, je devais envoyer d'autres lettres d'amour à Monsieur Evans. Seulement, Kaloum était un peu trop déterminé à faire de moi un maître en chimie. Il veillait à ce que les notes s'impriment dans mon cerveau, me questionnait sur les sujets comme un agent du FBI interrogeant un cas difficile et avait même les yeux rivés sur moi à chaque fois que je faisais les expériences. Je n'ai plus de temps pour mon plan. Tu sais ce que j'ai découvert? Tu n'es pas si mal dans tes études, juste un peu plus d'intention. Comme si je m'en souciais. Quand me laissera-t-il tranquille pour que je puisse abattre l'autre oiseau? C'est alors que Monsieur Evans appelle soudain Kaloum dans la salle de discussion voisine. Je dois y aller. Tu peux finir l'oxydation. N'oublie pas de mesurer avec soin et de ne pas le quitter des yeux une seconde. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Dès qu'il est parti, je me suis faufilée dans la chambre de Monsieur Evans et j'ai mis la lettre dans son sac. Mais alors que je m'apprêtais à partir, quelque chose a attiré mon attention. Une photo du jeune Monsieur Evans. Mince alors, il a trop étudié et personne n'a aimé que ses cheveux le quittent pour de bon. Il a beaucoup de livres ici. Certains d'entre eux sont de Victor Hugo. On dirait que Monsieur Evans et Madame Garcia sont faits l'un pour l'autre. Oh mince, l'expérience. J'ai couru jusqu'au laboratoire et j'ai versé toutes les substances dedans. Mais c'était bizarre. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tout ce temps passé sur cette expérience juste pour l'avoir brûlée? Oh attends, quelles sont ces substances violettes? Du mauve? Nous avons accidentellement créé du mauve à la place. Tu es si brillante, Abby. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait, mais... Est-ce que je sens mes joues rougir? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne savais pas que ça allait aussi vite entre vous deux. Essayez de vous calmer un peu en public. En voyant Hank, nous avons rougi et nous nous sommes séparés en sursaut. Ce n'était qu'une blague, mais mon cœur s'est emballé. J'ai toujours été du genre timide. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Et quand ma mère s'est remariée et que nous avons déménagé dans une nouvelle ville, j'ai dû commencer dans une nouvelle école. Personne ne m'a parlé la première semaine. Et je me suis sentie malheureuse. Pour ne rien arranger, le nouveau mari de ma mère était un salaud. J'étais obligée de souffrir de la servitude et du ridicule. Et parfois même il me touchait délibérément. Alors j'avais du mal à l'école et à la maison. J'ai été végétarienne toute ma vie. Et ma mère préparait toujours mon déjeuner. Elle était végétarienne aussi. Mais quand elle est partie en voyage d'affaires, mon nouveau beau-père m'a proposé de préparer mon déjeuner. C'était vraiment bizarre. Mais j'ai quand même pris la boîte à lunch qu'il m'avait préparée et je suis allée à l'école. Mais quand j'ai ouvert ma boîte à déjeuner, j'ai failli vomir. Il y avait un poulet cru dedans, avec une note qui disait « Il est temps que tu mettes de la viande sur ces os ». J'étais tellement choquée que je me suis mise à pleurer. À ce moment, j'avais juste besoin d'air pour me calmer. Et je suis allée au terrain de sport, où j'ai rencontré un gars appelé Gabriel de mon cours de maths. Il voyait que j'étais bouleversée et m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai tout raconté à Gabriel sur mon beau-père. Comment il flirtait avec moi, même devant ma mère. Et comment il m'avait donné un poulet cru pour le déjeuner. Eh bien, Gabriel était tellement en colère. Il m'a dit « Comment tous les parents peuvent-ils être si mauvais ?» Et il n'y avait aucun moyen que je rentre chez moi et que je vive sous le même toit que ce type. Et puis il m'a regardé et m'a dit « Tu veux t'enfuir ?» Avant même que j'aie pu lui répondre, il m'a pris la main et nous avons couru vers sa voiture. Nous sommes montés dans la voiture et il est parti. Il m'a dit de me détendre et que ce serait amusant. Et je l'ai vraiment cru. Puis une dizaine de minutes plus tard, j'ai réalisé que je n'avais pas mon sac avec moi. Donc je ne pouvais même pas téléphoner à ma mère. Gabriel a juste ri et a dit qui a besoin de téléphone de toute façon et a jeté le sien par la fenêtre. Puis il m'a dit que c'était la voiture de sa mère que nous conduisions et qu'il l'avait prise ce matin-là sans même demander. Ok, nous allions avoir de sérieux problèmes maintenant. Je lui ai demandé s'il avait un plan pour l'endroit où nous allions. Et il a encore ri, en disant que nous nous enfuyions et que cela devait être spontané. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai commencé à lui crier qu'il était si irresponsable, et je lui ai dit d'arrêter. Mais il ne voulait pas. Alors j'ai essayé d'attraper le volant. Et soudain la voiture se dirigeait droit vers un arbre. Nous nous sommes écrasés. Et tout était de ma faute. Bizarrement, Gabriel n'était même pas en colère. Il a dit qu'il s'en fichait car c'était la voiture de sa mère, et qu'elle l'avait ennuyé récemment. Alors elle l'a bien mérité. Wow! Mais maintenant quoi? Nous étions au milieu de nulle part et aucun de nous n'avait d'argent. Mon porte-monnaie était dans ma poche, mais je n'avais qu'un peu de monnaie. Je ne voulais même pas parler à Gabriel. Il était tellement stupide de m'avoir fait fuir avec lui. Et j'étais aussi gênée par la voiture. Nous avons commencé à marcher, et nous avons fini par voir une maison au loin. Et nous y avons couru,
en espérant trouver quelqu'un pour nous aider. Il commençait déjà à faire nuit lorsque nous avons atteint la porte d'entrée, et il était clair qu'il n'y avait personne à l'intérieur. J'ai presque commencé à pleurer, et puis j'ai entendu un bruit fracassant. Gabriel venait de jeter une pierre à travers la fenêtre, et il était en train d'escalader le mur. J'ai commencé à lui crier dessus, mais il m'a juste dit de le suivre à l'intérieur. Je n'arrêtais pas de lui demander ce qui se passerait si le propriétaire rentrait chez lui, mais il a dit que l'endroit semblait abandonné. Et il avait raison. C'est le cas. Il était vraiment sale et avait une drôle d'odeur, comme des boules de naphtaline. Je me sentais très fatiguée, alors je me suis allongée sur le canapé. J'ai essayé de dormir, mais il a mis de la musique et s'est mis à danser. Je l'ai regardé et après quelques chansons, je me suis mise à rire. C'était vraiment un imbécile. Nous avions mis la musique assez fort, alors nous ne l'avons pas entendu au début. Mais ensuite la chanson a changé et nous avons commencé à paniquer. Quelqu'un rentrait à la maison. J'ai entendu la voiture s'arrêter, puis des pas. Et sans même réfléchir, nous sommes sortis par la fenêtre et nous avons couru. Nous n'avons même pas vu qui vivait là. Nous avons fini par dormir dans un champ et il faisait très froid. Je me suis tournée vers Gabriel et je lui ai dit que je me gelais. Et il s'est couché juste à côté de moi et m'a prise dans ses bras. Le matin au réveil, nous nous serrions encore dans les bras l'un de l'autre. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point je l'aimais. En seulement 24 heures, il était passé du statut de parfait étranger à celui de quelqu'un que je pouvais sérieusement aimer. Mais j'avais tellement faim que nous avons commencé à marcher à travers le champ en direction de la ville suivante. J'ai cherché mon porte-monnaie et j'ai réalisé qu'il n'était plus là. Puis j'ai compris. Je l'avais laissé sur le canapé de la maison où nous venions de nous introduire. Oh mon Dieu! Non! Je l'ai dit à Gabriel et il a commencé à flipper aussi. Mais il a dit qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. C'était trop risqué. Toute la matinée, nous avons marché et marché. Et d'une manière ou d'une autre, nous avons fini par faire un grand cercle et nous sommes retournés là où la voiture était tombée en panne. D'un côté, j'étais affamée et bouleversée. Mais de l'autre, j'étais avec Gabriel. Et il m'avait divertie toute la journée avec ses blagues et son sourire effronté. Mais quand nous sommes arrivés à la voiture, la police nous attendait. Gabriel a essayé de s'enfuir. Et j'ai crié désolé à la police et j'ai éclaté en sanglots. Je leur ai dit que nous n'avions pas l'intention de nous enfuir et le policier avait l'air si confus et a dit qu'il nous cherchait en fait parce qu'ils avaient trouvé mon porte-monnaie. Soudain, je me suis sentie mal. Cela signifiait qu'ils savaient que nous étions entrés par effraction dans la maison. Mais ce n'était pas le pire. La femme qui possédait la maison que nous avons cambriolée avait été retrouvée morte ce matin-là et ils pensaient que nous l'avions assassinée. Je n'arrivais pas à y croire. Les 24 heures suivantes ont été horribles. Gabriel et moi avons été emmenés au poste de police et interrogés sans arrêt. Et j'ai vu toute ma vie défiler devant moi, dans une minuscule cellule de prison. Mais un appel téléphonique est arrivé. Il s'est avéré que la femme a eu une crise cardiaque. Donc on était tirés d'affaire. Sauf que ce n'était pas si simple. Nos mères sont venues nous chercher. Et nous avons tous les deux été placés pendant 3 mois dans un centre de détention pour mineurs, pour être entrés par effraction dans la maison de cette femme. Nous sommes tous les deux sortis maintenant, mais Gabriel n'a pas le droit de me voir. Sa mère l'a transféré dans une autre école et maintenant ça me tue. Tout ce que je veux, c'est voir Gabriel, pour qu'on puisse être ensemble. Dois-je m'enfuir à nouveau et essayer de le retrouver ? J'ai tout eu. Un mari magnifique, une belle maison, un travail formidable et la partie la plus extraordinaire de tout, un bébé en route. Mais nos vies ont été chamboulées lorsque l'hôpital nous a dit quelque chose qui nous a fait remettre en question tout ce que nous savions sur nous-mêmes. Notre relation s'est développée si vite. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre presque immédiatement et dès que nous avons obtenu notre diplôme, nous nous sommes mariés. Et surprise, surprise, lors de notre lune de miel, je suis tombée enceinte. Nous étions donc aux anges, quand nous sommes allés faire notre première échographie. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Vous voyez, lors de notre deuxième échographie à 6 mois, le médecin nous a dit que notre précieux petit bébé se développait anormalement et qu'il semblait qu'il naîtrait avec un défaut, appelé polydactylie. Cela signifiait que notre bébé aurait 6 orteils. Nous étions dévastés. Mais c'était notre premier bébé, et nous l'aimerions quoi qu'il en soit. Quand le médecin a annoncé la nouvelle, il nous regardait bizarrement. Puis il nous a demandé si quelqu'un dans notre famille avait ce défaut.
Mais bien sûr que personne n'avait ça. Il a alors dit que ces choses arrivaient parfois et qu'il ne fallait pas s'en inquiéter. J'ai essayé de ne pas penser à ce défaut pendant le reste de la grossesse. Quand notre bébé est né, ce fut le plus beau jour de ma vie. Et le défaut était juste minuscule. Elle est née avec 6 orteils sur son pied gauche. C'était à peine perceptible. 1 an plus tard, je suis tombée enceinte à nouveau. Et à ce moment-là, nous avions déménagé dans une autre ville car mon mari avait trouvé un nouvel emploi. Alors quand nous sommes allés passer notre échographie dans le nouvel hôpital, j'étais un peu nerveuse car c'était aussi l'échographie du 6e mois. Je ne pouvais pas le croire. Le médecin a regardé l'écho, a froncé les sourcils puis a toussé anxieusement en nous disant que le bébé naîtrait avec 6 orteils. Je lui ai dit que notre premier enfant avait le même défaut et je lui ai demandé pourquoi cela s'était reproduit. Puis il s'est tourné vers nous et a dit « Je ne veux pas être indiscret, mais y a-t-il un lien de parenté possible entre vous deux ?» J'étais bouche bée. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Bien sûr, nous n'étions pas parents. J'étais si bouleversée que je suis partie en courant. C'est une chose qu'on me dit que mon bébé à naître a un défaut. Mais ensuite, d'avoir le culot de demander si mon mari était de ma famille, comment ce bébé pourrait-il aussi avoir un défaut? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi? Pourquoi ce docteur pensait-il que nous étions parents? Je veux dire, c'était impossible! J'ai essayé de l'ignorer, mais cette fois-ci, ça m'avait pris aux tripes, et je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. J'ai décidé que je devais parler à mes parents. Je les ai appelés, et je leur ai dit que nous devions parler. Puis la semaine d'après, nous sommes allés là-bas pour y passer le week-end. Je leur ai dit tout ce que le médecin avait dit. Ma mère m'a réconfortée, et m'a dit que ce n'était pas du tout professionnel de la part de ce médecin, et que ces choses-là arrivent, et que je ne devrais pas m'inquiéter. Mais mon père avait l'air un peu anxieux. Il n'arrêtait pas de bouger dans son siège et a dit qu'il devait passer aux toilettes. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, j'étais dans la cuisine en train de manger un paquet de chips. Les envies de grossesse étaient bien réelles. Je venais de m'en remettre une grosse poignée dans la bouche, quand mon père est entré dans la cuisine et a dit qu'il avait quelque chose à me dire. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Il était si pâle. « Qu'est-ce qui ne va pas, papa ?» j'ai demandé, inquiète. « Eh bien, c'est compliqué, ma chérie, » a-t-il dit. Et puis, il a expliqué. Avant de rencontrer maman, il était fauché. Il voulait acheter une voiture, mais il n'en avait pas les moyens. Alors il avait vu une annonce dans le journal, pour une banque de sperme. Il cherchait des donneurs de sperme et il avait fait don du sien. Mon père n'y avait pas pensé depuis. Jusqu'à maintenant. Il ne pouvait pas s'empêcher de se demander si mon mari était vraiment son fils. Je suis restée là, choquée. Plus j'y pensais, plus je me rendais compte à quel point ils se ressemblaient. Mes amis avaient fait des blagues sur le fait que j'avais choisi un mari identique à mon père, mais j'avais juste ri. Je veux dire, bien sûr, ils étaient tous les deux grands, bruns et beaux, mais tant d'autres hommes l'étaient aussi. Mon père nous a alors conseillé de faire un test de paternité pour être sûr. Le dire à mon mari a été très dur. Je ne pouvais pas attendre le lendemain matin, alors je l'ai réveillé. Et il ne pouvait pas le croire. Il avait toujours su que son père était un donneur de sperme anonyme. Sa mère ne voulait pas se marier, mais voulait vraiment devenir mère. Elle ne lui avait jamais menti à ce sujet. Mais jamais il n'a pensé que ça pouvait être mon père. Je veux dire que sa mère n'avait jamais rencontré le donneur, donc elle ne l'a jamais su non plus. On a fait le test, et les résultats ont été choquants. Mon père était en effet son père aussi. J'avais l'impression que notre vie était finie. Pas étonnant que notre bébé ait eu 6 orteils, et maintenant nous avons un autre bébé en route avec 6 orteils aussi. Nous avons ensuite dû annoncer la nouvelle à la mère de mon mari et elle en a été très troublée. Elle a demandé si nous allions divorcer. Non! C'était la dernière chose que nous voulions. Nous avons décidé de rester ensemble, mais après ce bébé, nous n'en aurions plus, car il n'était pas juste que le bébé naisse avec un défaut. Nous avons maintenant 2 bébés qui sont en bonne santé à l'exception de leurs 6 orteils. Et nous gardons le secret. Nous nous aimons, et même si nous sommes liés par le sang, ce n'est pas notre faute. Je veux dire, ce n'est pas comme si nous savions. Cela a été difficile pour mes parents et la mère de mon mari, mais ils ont fini par s'y faire. Et j'espère que maintenant, nous pouvons tous aller de l'avant. Que pensez-vous de mon histoire ? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime.
et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires.